Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Florian. En 2014, il a décidé de rallier Paris à Hong Kong à vélo. Au total, plus de 11 000 km sur un an et 23 pays visités. Florian a eu la chance de découvrir sur son chemin la Birmanie avant qu'elle ne rentre en guerre. Cet épisode est donc spécial et une invitation à s'ouvrir au monde et à sortir de sa zone de confort. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Florian. Bonjour Camille, Comment te sens-tu aujourd'hui ? je me sens bien, je me sens un peu fatigué parce que j'ai eu beaucoup de boulot aujourd'hui, mais je suis ravi de te retrouver sur ton podcast pour parler de voyage à vélo et de différentes destinations. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai découvert ton livre il y a quelques mois. Je me suis plongée dans ton parcours et on va revenir sur tout ça. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et surtout ce qui te fait vibrer ? Alors, vaste question, je fais pas mal de choses dans la vie. Moi, de base, je suis ingénieur, je travaille dans le développement durable, dans la transition énergétique. Et à côté de ça, j'ai d'autres vices, et notamment l'un, qui contrebalance, on va dire, ce métier très ancré, c'est de partir à l'aventure, de partir vers d'autres horizons. Pour moi, le moyen de transport que je privilégie, c'est le vélo, un moyen qui permet d'explorer, à mon sens, qui permet de voir beaucoup de choses, qui est suffisamment rapide et autonome, on va dire, pour avoir une certaine liberté, mais qui en même temps est suffisamment lent et aussi offre une certaine vulnérabilité qui fait qu'on est obligé de rentrer en contact et qu'on a un regard particulier, je pense, à vélo. J'ai commencé à faire ça il y a déjà pas mal de temps. Bah, quand j'étais étudiant, je partais l'été, quelques semaines au cœur de l'Europe. Et il y a maintenant une dizaine d'années, ça date un peu, j'ai fait un grand voyage en Europe et en Asie du Sud, dont j'ai tiré un livre, Un art de parcourir le monde. Et je suis reparti il y a pas longtemps, en 2023, plus cette fois-ci plutôt par la route du Nord. Donc là, cette fois-ci, j'avais contourné ce grand pilier qui se trouve au centre de l'Asie, qui est l'Himalaya, par les steppes et par la Mongolie. Et on vient de finir le film de cette cyclo-odyssée qu'on commence à diffuser. Ce qui me fait vibrer, clairement, c'est quand même plutôt cette dimension. Donc je vis ma meilleure vie quand je suis sur le vélo, quand je peux m'évader plutôt dans les pays lointains. J'ai plutôt un appétit pour le vieux monde, pour l'Asie. Voilà, j'ai voyagé dans le sud de l'Asie, dans l'Asie centrale, en Mongolie. C'est des coins que j'affectionne particulièrement. Peut-être qu'un jour je voyagerai un peu plus dans le nouveau monde. Je commence à y réfléchir, ça commence à mûrir petit à petit dans ma tête. Super, donc effectivement, tu nous expliquais ces deux grandes aventures. La première, c'était celle qui est tirée du livre que j'ai lu, Un art de parcourir le monde, aux éditions Point Aventure. Donc c'était en 2014. Donc tu as relié Paris-Hong Kong à vélo sur une distance de plus de 11 000 km, 371 jours, 23 pays traversés. Et la deuxième aventure la plus récente, donc en 2023, Paris-Corée du Sud. Ce coup-ci, tu as monté un petit peu plus. On est parti sur plus de 15 600 km sur 7 mois et 17 pays. Donc aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus sur cette première aventure de 2014, puisque c'est celle que j'ai découverte dans le livre dont je reparlerai sur les réseaux et dans leur série Good Books, leur série littéraire. Parce qu'aussi, voilà, tu as parlé de cette aventure un petit peu plus récente dans d'autres podcasts, donc je me suis dit, voilà, on va revenir à la source et puis ça sera peut-être l'occasion de faire un second podcast pour parler de cette cyclo-odyssée en Corée. Donc quand on a échangé un petit peu en amont, je t'ai demandé un des pays qui t'avait le plus marqué et tu m'as parlé de la Birmanie. Est-ce que c'était une destination qui est intervenue comme ça au fil de votre parcours ou c'était vraiment un désir pour toi de passer par ce pays-là ? Alors, la Birmanie, effectivement, sur notre route, c'était quelque chose que j'avais en tête, que je voulais voir. Et en fait, nous, on avait l'idée générale d'aller au bout de l'Asie à vélo, en continuité terrestre au maximum.
Et dans ce genre de grand voyage, on est complètement tributaire de la géopolitique. Et donc, du coup, la Birmanie, c'était effectivement une destination assez magique qu'on voulait voir, mais on n'était pas du tout sûr de pouvoir la traverser parce que on savait que c'était un pays assez compliqué, que c'était une dictature, et la situation des frontières était assez inconnue. Et petit à petit, en fait, en se rapprochant et en fouillant aussi un peu les entrailles d'Internet, on a commencé à voir un peu les moyens qu'il y avait de passer dans le pays. Et donc, il y a eu cette opportunité en trouvant, alors je pense que c'était vraiment sous un forum obscur de Lonely Planet, un backpacker qui était passé par là et qui donnait le lien d'une agence de voyage un peu spécialisée pour ces cas-là. Et donc j'ai pu les contacter. Et à ce moment-là, la Birmanie avait une période de relative ouverture, puisque, il y avait 3 millions de touristes par an qui visitaient la Birmanie. Il y avait un créneau voilà, de quelques années où c'était relativement facile, mais il y avait quand même peu de personnes qui rentraient par les frontières terrestres. La plupart des personnes rentraient par Yangon, la principale ville. Et du coup, pour pouvoir rentrer par la frontière terrestre, les services de cette agence spécialisée étaient assez utiles, puisqu'ils nous ont obtenu une autorisation spéciale. Ça a demandé un petit peu d'argent en liquide. Ils nous avaient bien précisé voilà, qu'il fallait des dollars repassés, des dollars neufs qui soient donnés après qu'on soit rentré en Birmanie pour valider notre laissez-passer. Donc c'était pas de la corruption des douaniers, on n'a pas donné de l'argent aux douaniers à ce moment-là, mais voilà, il y avait quand même un petit mécanisme qui permettait d'assouplir les choses. Et c'est comme ça qu'on a avancé petit à petit à travers l'Inde, jusqu'à l'Inde de l'Est pour rentrer en Birmanie. Et on a eu cette opportunité assez fabuleuse de pouvoir rentrer par la frontière terrestre à partir de l'Inde et de sortir ensuite en Thaïlande. Donc on avait un rendez-vous, à ce moment-là, je me rappelle, je crois que c'était le 21 mars du coup 2015, ce qui n'était pas sans des conséquences, parce que à vélo, ben, on n'était pas trop sûr d'arriver pile à la bonne date. Et du coup, on a dû ajuster un peu le tir en prenant notamment un train en Inde pour arriver au bon moment. Voilà un peu le contexte dans lequel on est arrivé en Birmanie. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette anecdote un peu plus tard dans l'épisode, ce fameux train en Inde qui m'a beaucoup marqué. Parce que voilà, on va s'attarder d'abord sur la Birmanie et dans la deuxième partie, on reparlera un petit peu des moments forts de cette aventure. Peut-être, si tu me permets que je précise déjà, j'en parlais en ce moment avec mon entourage, est-ce qu'on dit Birmanie, Myanmar? Alors, sur mes recherches, tu me diras si toi aussi tu as un avis sur la question. En fait, Birmanie, c'est le terme qui appartient à la langue française. Donc c'est celui qu'on va retrouver le plus si on cherche des vidéos sur YouTube, si on cherche des émissions de radio, des podcasts ou même dans la presse. Après, en creusant un petit peu plus, tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis-là, mais j'ai vu qu'en fait, vu que c'était la junte militaire qui à l'époque avait demandé de changer le nom vers Myanmar, il y a certaines personnes qui disent que quand on dit Myanmar, c'est peut-être pas l'idéal et que si on veut montrer un petit peu d'opposition au régime militaire, on va rester sur le terme Birmanie. Je sais pas si c'était déjà peut-être le cas à l'époque quand tu es allé là-bas. Effectivement, oui, oui, c'est ce qui se dit. Après, c'est vrai que le terme Birmanie est le terme le plus commun. La junte a voulu changer beaucoup de choses dans le pays. Effectivement, ils ont voulu changer le nom du pays. Après, moi, j'utilise les deux un peu indifféremment. Et de mon souvenir, en tout cas, dans le pays, on pouvait même parler de Burma. Les gens ne s'en offusquaient pas plus que ça. Et j'avais envie aussi de faire un petit rappel historique quand même parce que c'est une histoire complexe et en plus avec l'actualité en ce moment, je trouvais ça important de faire des précisions pour qu'on comprenne un petit peu plus que toi en 2015 c'était bien avant tout le contexte actuel et que c'était donc une chance et je suis vraiment contente malgré cette situation actuelle qu'on puisse en parler de cette Birmanie avant toute cette guerre qui a lieu actuellement. Donc on a eu bien évidemment la préhistoire, les royaumes anciens, il y a eu ensuite plusieurs dynasties, ensuite il y a eu plusieurs périodes de division, de règnes successifs avant la colonisation britannique jusqu'en 1948 où il y a eu l'indépendance, et ensuite malheureusement ça a été des années et des années de dictature militaire jusqu'en 2011. Ensuite, c'était progressivement des mouvements vers la démocratie avec l'apparition de Aung San Suu Kyi, qui est devenue une figure de la résistance pacifique. Donc toi, tu y étais pendant cette transition démocratique provisoire, parce que quand même un pays qui a passé autant d'années sous un régime
militaire, ça laisse, et sous une dictature, ça laisse des traces. Et puis là, malheureusement, avec l'actualité, ça va bientôt faire 4 ans. Il y a eu un coup d'État militaire le 1er février 2021 qui a donc renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Et là, progressivement, il y a une résistance populaire et une guerre civile qui s'est mise en place avec les formations des forces de défense populaire. Et malheureusement, c'est une crise humanitaire catastrophique avec des déplacements de millions de personnes à cause des combats. C'est très limité parce que la Birmanie ferme toutes ses frontières, notamment aux journalistes. C'est complètement fermé, c'est très très compliqué pour avoir des informations sur la situation actuelle. Et d'ailleurs, je vous mettrai, pour ceux qui sont intéressés, un lien vers un reportage Arte très récent où des journalistes ont réussi à s'infiltrer pour présenter la situation. Donc voilà, à l'heure actuelle, la guerre civile s'intensifie, mais la résistance gagne de plus en plus de terrain, donc ça reste une affaire à suivre, mais c'est très compliqué parce que même si la communauté internationale essaie d'intervenir, il y a la Chine qui fournit des armes, la Russie, j'ai appris un peu l'Inde, un peu la Corée du Nord, enfin voilà, c'est très compliqué, c'est un vaste sujet, je pourrais en parler pendant des heures, même si je n'ai pas du tout fait de sciences politiques ou quoi que ce soit, mais voilà, je trouvais que c'était important qu'on garde tout ça en tête. Effectivement, c'est un pays vraiment très complexe. Et oui, je souligne effectivement qu'on avait une opportunité, une fenêtre qui s'est ouverte dans la vie, longue histoire de ce pays. Je mesure vraiment la chance que j'ai eue à ce moment-là. C'était un pays spécial aussi sur notre route par rapport à cette situation géopolitique et cette situation sécuritaire où nous, on a eu maille à partir avec la police parce que quand on est à vélo, en fait, on a ce regard un peu particulier, on est un peu libre de ses mouvements et même si on était dans une période de relative ouverture, la police n'a pas forcément toujours apprécié. Et aussi, on a vu un peu les prémices, parce que pour compléter un peu ce que tu viens de dire sur l'histoire, moi, ce que je retiens et ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, c'est que l'histoire est étroitement reliée à la géographie. En fait, la Birmanie, en termes géographiques, c'est une grande plaine centrale qui accueille le pouvoir étatique depuis des lustres, avec l'ethnie majoritaire, quelque chose une plaine centrale qui est fertile, qui offre beaucoup de richesses. Et qui fait que le royaume et puis ensuite les différents pouvoirs se sont installés plutôt dans cette partie. Et c'est du coup ce centre du pays qui est plutôt en conflit avec les différentes ethnies périphériques, et notamment qui sont dans des zones plus montagneuses. Donc nous, on est rentré par une zone montagneuse, on est sorti par une zone montagneuse, et à ce moment-là, moi, il y avait déjà ce conflit-là, c'est-à-dire qu'il y avait le pouvoir majoritaire qui était en conflit avec les trois côtés, puisque au sud, c'est la mer, donc avec à l'est, à l'ouest et au nord, des zones qui nous étaient interdites d'ores et déjà. Et donc ça, c'est assez marquant. Et aujourd'hui, avec le coup d'État, donc il y a une rébellion qui est formée par l'ethnie majoritaire, hein, qui se rebelle contre le pouvoir et qui fait alliance avec les combats et des milices plus des minorités, des milices ethniques, notamment la principale, la plus ancienne, qui est la rébellion Karen, tout à l'est du pays, à la frontière avec la Thaïlande. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, tu parles de frontières, donc la Birmanie, pour que l'audience resitue, donc c'est en Asie du Sud-Est, ça partage ses frontières avec la Chine au nord-est, l'Inde et le Bangladesh à l'ouest, et la Thaïlande et le Laos à l'est. Et donc vous, si je me rappelle bien, vous êtes passé surtout par la partie au nord de la Birmanie en fait. Oui, on est passé au nord, on va dire en termes de latitude, on est passé assez au centre quand même du pays. Mais la particularité, c'est qu'on a pu rentrer par la frontière terrestre. Donc là, on voyageait depuis déjà quelques temps et on voyageait donc dans le nord de l'Inde, qui était quand même quelque chose d'assez fatigant quand on est à vélo. Et je pense que quand on est backpacker en Inde, c'est quand même une expérience assez intense au niveau sensoriel, au niveau du bruit, au niveau des odeurs, au niveau de tout, quoi. Et on n'est pas forcément habitué, je pense, quand on est européen, et c'est assez fatigant. Il y a beaucoup de monde, c'est difficile de trouver un moment de repos où on est tout seul. C'était assez intense et voilà, on n'a pas forcément toujours apprécié l'expérience. Et des fois, pas tant la circulation, mais
avec cette foule un peu omniprésente, on ne se sentait pas forcément toujours en sécurité. Donc on voyageait moi et mon ex-compagne. C'est vrai qu'on était un peu impatients d'arriver en Birmanie. Après, bon, l'Inde, c'est vaste, ça offre plusieurs visages. Et là, je parle notamment dans la vallée du Gange, où voilà, c'était une ambiance un petit peu oppressante. Après, dans le Sikkim, c'était un peu plus détendu. Et à partir du Sikkim, on a dû prendre le train parce qu'on avait des délais pour être le jour même, avoir notre rendez-vous avec l'agent qui nous donnait l'autorisation spéciale. Bon, pour pas dire le passeur, voilà, donc on a pris un train à travers l'Assam pour arriver jusqu'au pied de cette chaîne de montagnes, la chaîne des Nagas, qui est tout à l'est de l'Inde. Donc là, le train s'arrête à Dimapur, c'est la dernière station de train de l'Inde. Et là, on arrive au pied des montagnes. C'est vraiment un coin, pour le coup, de l'Inde où personne ne va, parce que c'est tout au bout, hein. Si vous allez en Inde, vous irez sûrement au Rajasthan, vous irez sûrement à Benares, ou voir le Taj Mahal, ou dans le sud de l'Inde, au Kerala. Et c'est du coup un État, enfin deux États assez différents. Donc l'Inde, c'est un État fédéral. Et donc là, on arrive dans le Nagaland et dans le Manipur, qui sont des États qui sont pas peuplés d'hindous et pas de gens de langue indo-européenne. Donc là, on est déjà un pied, on va dire, ethniquement et ethnologiquement plutôt le bassin de population birmane. Donc là, déjà, l'ambiance s'est un peu modifiée. On était un peu plus apaisé, on va dire, par rapport à cette effervescence indienne qui nous pesait un petit peu. Et quand on est arrivé en Birmanie, je ne cache pas que ça a été une vraie libération par rapport à cette traversée de l'Inde qui était quand même compliquée, qui était quand même fatigante. En arrivant en Birmanie, on est arrivé dans quelque chose de beaucoup plus calme. Au niveau de la route, on avait quelque chose qui était beaucoup moins klaxonnant, beaucoup moins rapide. Et aussi, on voyait beaucoup plus de femmes sur la route, parce qu'en Inde, on voyait quand même assez peu de femmes sur les scooters ou les tripodes, tandis qu'en Birmanie, on en voyait vraiment beaucoup. Et au-delà de la route, on va dire la société était beaucoup plus égalitaire. Je pense que le fond culturel bouddhique est beaucoup plus égalitaire que le fond culturel hindou. Du coup, voilà, on voyait des femmes partout. C'était une libération pour ma compagne. On se sentait quand même beaucoup plus en sécurité aussi. Vraiment, on se disait, mais ici, il peut vraiment rien nous arriver. On n'a pas peur de se balader. Et on a vraiment senti ce contraste très fort. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup à vélo, en fait, voir ces contrastes ou voir ces continuités, hein, parce que des fois, on voit aussi des pays qui sont séparés par la force de l'histoire, mais qui en fait sont très similaires. Et là, pour le coup, il y a une vraie, vraie frontière de civilisation que je ne soupçonnais pas. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Ce que je peux dire, on va dire, en termes d'accueil de la population, d'ambiance, on s'est tout de suite senti beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus serein. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je m'étais noté que vous vous sentiez beaucoup plus safe et que pour vous, ça a été un... On le ressent hein, dans le livre, que comme si on vous enlevait un poids de vos épaules. Et j'allais te demander justement, tu parles de bouddhisme, si vous aviez ressenti ça dès le début, de par la présence des stupas, des monastères. Ça se ressentait au quotidien, ce bouddhisme qui est très important chez eux, avec les moines bouddhistes qui sont extrêmement respectés aussi. Alors effectivement, en tout cas, voilà, on sentait vraiment une ambiance différente, une manière d'être différente, hein. Donc là, c'est pour ça que je parle de fond civilisationnel, hein. Au-delà de la pratique de la religion, je pense que l'état d'esprit des gens, leur manière d'être était différente. Et effectivement, dans cette région, je crois que la deuxième nuit, peut-être, on a dormi dans un petit monastère de village, puisqu'on était quand même, là pour le coup, dans une région périphérique de la Birmanie, et il n'y avait pas vraiment d'auberge qui pouvait nous accueillir. Il n'y avait pas vraiment non plus de présence policière, donc on était assez libre. Et puis bon, on était aussi assez innocents, ça faisait que quelques heures, quelques jours qu'on était rentré en Birmanie, donc nous, naturellement, quand on nous a dit où est-ce qu'on peut dormir? Vous pouvez aller au monastère. Bah, on est allé toquer à leur porte et puis on a été chaleureusement accueillis. On était très exotique pour les enfants qui vivaient dans le monastère, puisqu'en fait, je pense que vous avez peut-être, les auditeurs ont tous un peu l'image des petits bonzes, on va dire, les petits enfants avec le crâne rasé et la toge lit de vin. J'imaginais peut-être que c'était des jeunes qui étaient destinés à être moines toute leur vie.
Mais en fait, c'est un peu comme une période de catéchisme, c'est un peu comme une période de communion, c'est-à-dire qu'ils passent quelques mois à l'âge de 10-12 ans au sein du monastère et après ils retournent à la vie de tous les jours et s'ils veulent s'engager plus tard dans la voie monastique, ils y retournent. Et du coup, c'est vrai que bah, deux occidentaux qui arrivent dans un monastère où il y a cinq vieux bonzes et une trentaine de jeunes enfants. Les prières étaient assez vite interrompues et les petits enfants qui faisaient leur catéchisme bouddhique, là, ils étaient beaucoup moins attentifs. Mais on a été accueillis effectivement assez chaleureusement, c'était assez marrant à voir. Une anecdote aussi sur la fois où on a dormi justement dans ce monastère avec les jeunes enfants, c'est que le lendemain, il y avait une procession qui est arrivée au monastère pour l'arrivée de nouveaux enfants qui commençaient leur période d'instruction bouddhique. C'est tout un rituel, l'arrivée des enfants. Il y a une grande procession qui est organisée et c'est assez marrant de voir en fait comment les jeunes arrivent. En fait, ça dépend de la richesse de la famille. Donc c'est une manière d'afficher son statut et donc il y avait des jeunes qui arrivaient sur une espèce de chaise à porteur. Et il y avait des jeunes qui étaient au contraire plutôt regroupés tous dans un pick-up, donc eux, ils étaient un peu moins favorisés. Et on nous a expliqué quand on était là-bas que le fin du fin, c'est d'arriver à dos d'éléphant. Apparemment, ça arrive de temps en temps. J'en ai pas vu ce jour-là, mais je peux en témoigner puisque j'ai vu par contre des éléphants harnachés sur des camions qui étaient transportés à travers la Birmanie. Et on l'a vu deux fois, ça, sur les routes de Birmanie. Donc, ouais, il y a des fois, des familles pour l'entrée de leur enfant au monastère, peut-être aussi pour des mariages, hein, ça peut arriver. Ils commandent un éléphant et là, c'est quelque chose quand même qui fait une grosse retape dans le village, quoi. En termes de traitement pour les éléphants, c'est pas terrible, par contre, c'est sûr. Et dans les épisodes, j'aime bien parler de faune et de flore, et justement, on parle d'éléphants. Est-ce que vous avez croisé des animaux particuliers en Birmanie? Alors, en Birmanie, on n'a pas trop croisé d'animaux qui nous ont fait peur, par exemple. Vous n'avez pas croisé de pythons ou de crocodiles, de choses comme ça? Non, non, alors en Birmanie, je me souviens qu'en Inde, il y avait pas mal quand même de singes un peu chapardeurs et où on n'était pas forcément trop rassuré parfois quand on les croisait. Par contre, ce qui était assez marquant, c'était la végétation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu et qu'on a observé attentivement, parce qu'en fait, c'était une période relativement sèche, une saison sèche, et les forêts tropicales de Birmanie sont très étendues. Il y a une couverture forestière qui reste assez importante. Et il y a beaucoup de brûlis naturels, donc, qui sont déclenchés a priori par des bois frotteurs qui s'enflamment spontanément. Et la forêt, en fait, à la saison sèche, flambe un petit peu naturellement partout. C'est-à-dire que la litière, donc les feuilles séchées qui représentent une petite couche quand même de 10-15 cm, brûlent, se nettoient et les troncs sont noircis, mais la plupart ne flambent pas plus que ça. Mais c'était assez marquant, oui. Puis il y a aussi toute la menace avec la déforestation, l'exploitation illégale du bois de teck qui est très présent là-bas. J'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup de lotus, de jacinthes d'eau, d'orchidées, et puis voilà, toute cette forêt tropicale, parce que j'ai l'impression, de par la diversité de ce territoire, qu'il va y avoir voilà, des paysages peut-être très secs, avec ce bois-là que tu expliquais, et aussi cette forêt très tropicale, mais il y a aussi tous les fleuves, tous les lacs qui sont aussi assez impressionnants, avec le lac Inle qui est très célèbre pour ses jardins flottants et ses pêcheurs traditionnels, où j'ai vu dans des reportages les pêcheurs qui tiennent une des pagaies avec leurs pieds et qui avancent avec le pied. Enfin, je l'explique très mal, mais je partagerai des images sur les réseaux, sur le compte Instagram Good Visa Podcast. Et voilà, ce principal fleuve que vous avez vu, il me semble, Irrawaddy. Oui, l'Irrawaddy, effectivement, bah, à un moment, on a embarqué sur l'Irrawaddy de Mandalay jusqu'à Bagan. Donc, on a mis les vélos sur l'Irrawaddy. Il était en période plutôt asséchée, donc son niveau était assez bas. Donc, je me souviens très bien, le bateau zigzaguait beaucoup sur l'Irrawaddy.
Il y avait des repères installés sur les berges qui lui permettaient de suivre et de ne pas s'enfoncer. Donc effectivement, les paysages étaient assez divers avec, voilà, on a traversé beaucoup de forêts. En fait, tout ce qui est colline, qui n'est pas cultivable à cause de la pente, est afforesté. Et du coup, il y en a quand même beaucoup. Et après, beaucoup de paysages de rizières, de belles rizières, effectivement très, très vertes. Les couleurs, vraiment, c'est l'ocre et le vert, je dirais, qui se marient. Bon, les souvenirs que j'en ai, je me souviens, on n'avait pas trop de moustiques, mais après, je me souviens m'être appuyé parfois sur de la végétation, sur des arbres, avoir eu des mauvaises surprises avec les fourmis rouges qui mordent ou qui piquent, qui étaient quand même assez costauds, qui faisaient vraiment 1 centimètre de large. Donc ça, il y en avait quand même pas mal. On adore. Si les auditeurs et auditrices suivent le podcast depuis un moment, ils savent très bien mon amour pour, pour toutes les bestioles. J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais au début par rapport au logement que vous avez trouvé dans les premiers jours, parce que j'ai regardé notamment le J'irai dormir chez vous en Birmanie. Alors je crois qu'il y a été un petit peu avant vous, 2012, quelque chose comme ça. Et là aussi, c'est fou de se dire que maintenant le pays est en guerre et ça sera plus vraiment la Birmanie que c'était. Et déjà dans l'émission, en fait, Antoine de Maximi, il explique que il va chez les habitants, mais la plupart lui expliquent que ben non, il faut que vous alliez demander l'autorisation à la police. Il y a une dame qui explique que c'est plus forcément nécessaire partout, mais en fait, les habitants ont été tellement traumatisés par cette dictature qu'ils veulent éviter à tout prix le moindre ennui. Donc ça a été très difficile pour lui de trouver enfin de négocier pour dormir chez les habitants. Et donc vous, vous avez eu aussi un petit peu, si je me rappelle bien, affaire à ces négociations pour dormir chez les habitants, ou en tout cas vous étiez obligé de prévenir le commissariat, ou en tout cas il y avait beaucoup de checkpoints. Ça, j'imagine que voilà, c'était un peu le challenge dans cette aventure aussi en Birmanie. Alors, on avait complètement la même chose que Antoine de Maximi et on n'avait pas du tout regardé son reportage avant d'être dans le pays. Donc, on a découvert ça vraiment avec un regard neuf. Et vraiment, quand on est rentré dans le pays, il y a vraiment très peu d'Occidentaux, je pense, qui ont fait cette aventure et qui sont rentrés par la frontière indienne. Du coup, il n'y avait pas de contrôle policier à ce moment-là. Donc là, on était quand même assez libre. Et les gens, pour dormir dans le presbytère ou pour dormir dans le monastère bouddhique, ça s'est très bien passé les premiers jours. Il n'y avait absolument aucune réticence et je dirais, en fait, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Après ça, on s'est retrouvé un peu justement dans cette zone de jungle où on était un peu dans la panade et on a mis plusieurs jours à en sortir sur une piste à camion où on était ensablé, où c'était assez compliqué d'avancer. Donc là, il nous est arrivé d'arrêter un camion et de mettre nos vélos dedans pour arriver à en sortir. Et à ce moment-là, en sortant de cette partie de jungle, on est arrivé là dans le pays central. Donc c'est ce que je disais, là, il y a un contrôle de la police qui est beaucoup plus fort. Le premier soir où on s'est arrêté, il faisait nuit, on est arrivé dans une espèce de magasin en fait où notre camion, le camion dans lequel on avait mis nos vélos nous a débarqué. Il était plus temps de chercher un hébergement. Donc on a demandé à la famille qui était là si on pouvait dormir là. Et effectivement, 2 heures après, il y a un policier qui est arrivé en nous disant normalement, vous n'avez pas le droit de dormir là. Je vais vous emmener au commissariat pour que vous dormiez là-bas. Donc, on a négocié avec lui, il a pris en photo nos passeports et il nous a laissé dormir à cet endroit-là. Et cette première expérience, en fait, s'est renouvelée à un certain nombre de fois, puisque nous, tout innocents que nous étions, on pensait qu'on allait pouvoir renouveler les premières nuits qu'on avait eues à la frontière. On s'est très vite confronté à un refus dans les monastères qu'on croisait, qui étaient des monastères, on va dire, plus régentés, avec plus de monde hein, aussi, hein, parce qu'on était dans une zone plus urbaine. Et là, on voyait les bonzes, voilà, c'était vraiment des directeurs d'école quand même assez stricts. Et il n'était pas question d'accueillir des étrangers. Après, à vélo, on est assez dépendant de là où on s'arrête et on essaye de s'arrêter dans le village. On ne réfléchit pas forcément où est-ce qu'on va dormir. On regarde sur cette carte, il y a l'air d'avoir une ville ou une petite ville ou un village qui est suffisamment gros pour avoir du ravitaillement, pour avoir un endroit où dormir. On va s'arrêter là. Et on s'est rendu compte que du coup, il y avait des auberges dans ces villages-là, mais qu'elles n'avaient pas l'autorisation d'accueillir des étrangers. Donc il faut normalement une licence pour accueillir les étrangers. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tourisme en Birmanie, mais à l'époque, voilà, il y avait quand même un contrôle assez strict. Et
tous ces hôtels qui étaient ouverts aux touristes rapportaient au ministère du Tourisme qu'ils accueillaient les différentes personnes. Et donc, du coup, il y avait un suivi des touristes dans le pays. Il y a souvent une petite auberge dans chaque village, tout simplement puisque ça reste un système familial assez traditionnel. Et du coup, on va dire, les couples, avant qu'ils puissent se marier et s'installer dans leur propre maison, c'était profitable qu'il y ait une petite auberge où ils puissent s'isoler hors du cocon familial. Voilà, c'était des lieux qui n'avaient pas d'autorisation pour les accueillir. Et donc là, je me souviens de longues négociations avec les différents policiers dans les différents commissariats, où à ce moment-là, ils faisaient venir parfois la police des touristes, spécialement d'une autre ville. Et on négociait avec lui, on lui expliquait. Comme on était à vélo, ça va, ils étaient relativement coulants et on n'a jamais dû refaire 30 km ou repartir dans un pick-up vers un resort où ils voulaient nous emmener. Ils étaient assez compréhensifs et ils prenaient nos identités à ce moment-là et j'imagine qu'ils les reportaient dans leur système central à ce moment-là. Mais néanmoins, je pense que ça a causé peut-être des petits trous, on va dire, dans notre fiche, le tableau Excel où il se disait où sont ces deux touristes. Il y avait certaines lignes, certains jours où ils n'avaient pas de retour. Et ça a pu se ressentir par la suite. Oui, et j'allais dire, je laisse un peu le suspense pour celles et ceux qui découvriront ton livre parce que à un moment, tu expliques qu'il y a un peu un jeu du chat et de la souris avec un fonctionnaire qui essaie de retrouver où vous êtes. À un moment, il y a quelqu'un qui vous piste, vous pensez que c'est un espion. Enfin voilà, je laisse le suspense pour celles et ceux qui découvriront le livre et vraiment, j'ai été en haleine, j'étais un peu stressée même pour vous en lisant ce passage-là. Et tu parlais de famille, j'aimerais bien que tu nous parles, si tu le veux bien, de la place de la femme, où tu expliques que là, vous avez senti vraiment le changement avec l'Inde, où tu sens que c'est un peu les femmes qui mènent les hommes à la baguette. En tout cas, les femmes étaient très présentes dans les commerces et dans tous les lieux de restauration. Il nous est arrivé de croiser, par exemple, quelques hommes alcoolisés dans des troquets, mais qui se faisaient évacuer sans trop de problèmes sous la direction de la patronne. C'est quelque chose qu'on avait observé assez facilement. Comme je disais, sur la route, on voit quand même beaucoup de conductrices de scooters, vraiment à parité, peut-être même un peu plus que les hommes. Donc ça nous changeait quand même vraiment. Et surtout, bah, en fait, on pouvait tout simplement leur parler, quoi. On pouvait tout simplement les voir. La maison birmane est assez ouverte. Il y a pas d'enclosure, on va dire, pour les femmes. Et ça nous a quand même vraiment changé. Voilà, je ne vais pas forcément m'étendre sur la société indienne, mais je pense qu'elle est quand même beaucoup plus inégalitaire et que la condition de la femme en Inde est quand même assez catastrophique. On a ressenti quelque chose qui était assez différent, assez différent en Birmanie. Après, ça, c'est la société, enfin, voilà, c'est vraiment le fond culturel, la manière d'être, qui est néanmoins influencée et qui est néanmoins, je pense, assez différente du contexte politique pour le coup, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes chez les généraux birmans, malheureusement. En tout cas, en termes de vie quotidienne, c'était quelque chose qui était assez reposant. En tout cas, dans le reportage Arte que je mentionnais au début et que je mettrai en lien dans la description de l'épisode, on voit dans la résistance qu'il y a énormément de femmes et c'est impressionnant. Elles prennent les armes. Il y a des ingénieurs aussi qui sont là. Elles sont là à construire, à aider à construire les drones. Enfin, c'est impressionnant de voir autant de femmes impliquées dans une résistance militaire. Enfin, en tout cas, ça m'a bluffé dans ce reportage-là. Et en tout cas, dans les épisodes, j'aime bien parler un petit peu aussi de gastronomie. Est-ce que vous avez pu goûter des plats assez typiques en Birmanie? Alors, on a pu goûter quelques plats assez typiques, effectivement. Un point particulier, la Birmanie, ça a été assez reposant en termes d'épices et en termes de régime alimentaire. Là aussi, en transition avec l'Inde, on avait le système digestif un peu détruit et ça nous a remis un peu d'aplomb. En Birmanie, forcément, on mangeait beaucoup de riz, pas mal de pois chiches, d'espèces de houmous local. Et je me souviens on mangeait aussi beaucoup de poissons séchés. Plus on allait vers la mer d'Andaman, notamment, il y en avait beaucoup qui nous étaient servis.
Après, on n'a pas fait forcément de folie gastronomique sur la viande ou le poisson frais. Mais ça nous a permis un petit peu justement de nous reconstituer. C'est quelque chose qui nous a aussi assez marqué, c'est que les gens étaient plutôt bien nourris et en bonne santé. On a vu un contraste aussi, c'est plutôt après. En arrivant en Thaïlande, alors les gens ne s'en rendront pas forcément compte s'ils vont visiter la Thaïlande en avion, mais nous, ça nous a vraiment marqué. C'est qu'il y a quand même plus d'obésité en Thaïlande, concrètement, parce que c'est plus occidentalisé. Le jour où on est arrivé en Thaïlande, ça nous a frappé, alors que le régime traditionnel de l'Asie du Sud-Est, voilà, tout le monde mangeait à sa faim. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, et c'était beaucoup plus équilibré. Et en tout cas, de mon côté, j'ai vu qu'il y avait voilà, le curry birman, qu'il y avait beaucoup de soupe de poisson, de nouilles de riz. Je sais pas si vous avez goûté dans le J'irai dormir chez vous. À un moment, il tombe sur une famille. Ça fait un peu le moment rendez-vous en terre inconnue parce qu'il parle pas du tout anglais. Et en fait, ses habitants lui proposent sans cesse un alcool, le jus de palme, qui apparemment c'est un alcool pas très fort. Et on voit Antoine de Maximi qui boit sans cesse ce jus de palme. Est-ce que vous avez pu le goûter? Alors on a bu un petit peu, et effectivement c'est pas très alcoolisé, donc ça on peut en boire pas mal. Après on nous a pas proposé tant que ça. Je dirais que moi là sur la route, là où on m'a le plus proposé, ça reste quand même les Balkans, où là on propose de l'eau de vie quand même à chaque arrêt. Là c'était un petit peu différent. Je me rappelle aussi, on parlait de l'occidentalisation et il y en avait peut-être un petit peu quand même en Birmanie. En tout cas, il y avait des boissons un peu énergisantes, un peu sucrées, avec des noms un peu exotiques qui étaient toujours Tiger ou Shark ou des choses comme ça, qui étaient servies et on sentait que c'était des boissons qui n'étaient pas commercialisées ailleurs. Il n'y avait pas trop de coca. Ils étaient un peu fans de ça. Je pense qu'il y avait une mode à ce moment-là qui faisait que commençaient à consommer un peu ce genre de choses. C'est vrai que la Birmanie, on pourrait continuer à en parler encore et encore, et j'ai l'impression que ça permet un petit peu d'oublier ce contexte politique qui est juste terrible, où j'espère que la situation va très rapidement évoluer. Pour conclure ce chapitre sur la Birmanie, tu dirais qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, je dirais, c'est ce contraste, on va dire, contraste avec le pays précédent, avec l'Inde, et du coup, une ambiance beaucoup plus apaisée dans la population, et contraste aussi avec les soucis qu'on a pu avoir avec les autorités. C'est là où j'ai eu le plus de soucis, vraiment. Comme tu l'as dit, on garde le suspense pour ceux qui voudront aller plus loin dans le livre, mais au-delà des négociations qu'on a eues avec les policiers pour dormir à des endroits. Après, on s'est retrouvé dans des zones un peu interdites qui, justement, étaient déjà en place à ce moment-là. Et du coup, encore après, les autorités nous ont vraiment fait des crasses et nous ont vraiment fait des coups de flip pour nous faire comprendre qu'il fallait qu'on arrête de faire nos conneries. Donc c'était vraiment un contraste très fort en se disant, il peut rien nous arriver, on va pas se faire voler un truc, on va pas se faire agresser. Mais par contre, les autorités, de temps en temps, il y avait cette pression politique qui était assez forte. Aussi, il y a une ambiance très particulière, il y a un ancrage dans le paysage du bouddhisme avec ces stupas qui parsèment le paysage partout. Donc, les stupas, il y a beaucoup de monde qui en fait construire. Les gens riches en font construire pour s'attirer du mérite, on va dire, et gagner des points par rapport à la réincarnation. Ce qui fait qu'il y a des stupas très neuves qui se trouvent à différents endroits du paysage, mais il y a aussi des stupas qui sont en train petit à petit de tomber en ruine. Le crépi extérieur blanc est parti, et du coup on a la brique rouge qui se révèle, qui elle-même commence à s'effriter. Et c'est une délicieuse ambiance, voilà, un peu de temps qui passe, qu'on retrouve tout au long de la route avec cette variété des stupas, avec un stade de vieillissement un peu différent. Il y a Bagan. Alors là, Bagan, c'est un paysage quand même assez fabuleux. Vraiment, j'encourage les gens à regarder sur Internet les images de cet endroit-là. Donc c'est l'ancienne capitale du royaume où là il y a une forêt de stupas qui sont plutôt des stupas, donc comme je dis, qui sont en train de petit à petit de s'effriter. Toute cette forêt au milieu d'une forêt de végétation avec cette lumière si particulière qu'on peut avoir au coucher ou au lever du soleil. C'était vraiment fabuleux, c'était vraiment magnifique. Et vraiment, aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai eue de pouvoir passer par ce pays, de pouvoir gambader un petit peu librement. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un autre voyageur en deux chevaux qui a voyagé à peu près à la même période.
Et je pensais pas qu'on pouvait traverser la Birmanie à cette période avec un véhicule. Il a pu, à ce moment-là, avec ses 2 chevaux. Il arrivait de la Thaïlande, il allait vers l'Inde, lui. Mais par contre, il a été beaucoup plus suivi. C'est-à-dire que lui, il avait un guide et il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et il pouvait pas avoir un peu cette liberté qu'on a eue. Du coup, c'était intéressant de comparer ces impressions. Et voilà, je mesure la chance que j'ai pu avoir d'avoir cette exploration en partie libre dans la Birmanie, surtout vis-à-vis de cette dictature qu'on sentait déjà à l'époque et cette dictature qui a complètement vrillé depuis dans le pays. Ben, merci pour ce témoignage que je trouve encore plus précieux, justement comme tu le disais, vu la situation. Donc là maintenant, pour terminer cet épisode, qu'on revienne quand même rapidement sur l'aventure un peu plus dans sa globalité, comment on décide en fait de partir traverser une partie du monde à vélo? Moi, je pense qu'il aurait fallu que je parte à un moment de ma vie, à un moment ou un autre de ma vie, en fait. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis déjà très longtemps, nourri, on va dire, de différents films que j'avais pu voir en festival ou de différentes lectures. Je pense que le premier livre que j'ai lu, vraiment, je devais avoir 12 ou 13 ans, c'était le livre d'un couple lyonnais que j'ai jamais rencontré alors que j'habite à Lyon. Il faudrait que je les rencontre un de ces jours parce que c'est vraiment une référence. C'est un couple qui a voyagé pendant 14 ans, qui a fait le tour du monde à vélo et qui, au milieu de leur voyage, au bout de 7 ans, ils ont eu une petite fille qui est née en Nouvelle-Zélande et puis ils ont fait toutes les Amériques avec elle. Et moi, j'ai lu ça à 13 ans et je me suis dit, ben, un jour ou l'autre, il faudra que je parte, quoi. Et j'ai commencé plutôt en Europe centrale, qui était déjà une destination assez exotique. Moi, j'adore parcourir les Balkans à vélo sur quelques semaines. C'est quelque chose qui est assez facile à faire. Vraiment, si j'encourage les gens à se lancer. La France, il y a quelques itinéraires assez sympas, mais à portée de main, aller dans le monde plutôt germanique, où les infrastructures cyclables sont bien meilleures, et où vous aurez des paysages qui sont aménagés pour voyager en vélo. Et si vous voulez un peu plus d'exotisme, poussez vers les Balkans, poussez en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Monténégro. C'est vraiment des lieux assez fabuleux où, voilà, on est vraiment accueilli extrêmement généreusement. Il y a une musique, il se passe des choses qui se passent pas forcément en Europe occidentale. Et nourri de ça, il fallait que je prenne la route pour plus longtemps. Donc là, j'avais travaillé 2 ans et demi après avoir été diplômé. J'avais un peu d'économie. Et à ce moment-là, c'était le moment de partir. Donc on s'est lancé avec ma compagne. On a voyagé 1 an à vélo. C'était le temps qu'on s'était donné avec cet objectif un peu général d'aller au bout de l'Asie, de voir l'autre océan. Et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, ou peut-être c'est juste parce que maintenant j'ai fait plus attention, ces aventures autour du monde en vélo. Je pense notamment à Charlotte et Clément, je les salue au passage, des aventuriers, ils s'appellent sur Instagram les Roamers. Ils sont en train de traverser le monde aussi. Et dans leurs vidéos, et même sur les vidéos que tu as postées sur ton compte Instagram ou sur YouTube, moi ce qui m'épate, c'est ces étendues dans certaines parties du monde où c'est du désert et la route à perte de vue. Est-ce que c'est pas démoralisant parfois de juste passer des heures et des heures à pédaler et à ne rien voir en fait? Alors, il faut choisir ses pays, hein, effectivement. C'est sûr que si on voyage en Anatolie, au cœur de la Turquie, on aura un peu ce type de paysage à un moment ou à un autre. Après, en Asie du Sud, la destination dont on a parlé, c'était quand même un peu moins le cas. Mais là, j'ai voyagé effectivement là, en 2023 dans la steppe. Donc là, pour le coup, effectivement, on borne un peu plus parce qu'on a un peu moins de choses à voir. On a un peu le temps de réfléchir à sa vie. Reste une dimension effectivement d'exploit physique hein, qui nous nourrit quand même. Et si on le fait dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui est assez gratifiant et assez réconfortant. Ce qui vient varier quand même un petit peu les choses, c'est que il faut quand même se débrouiller dans la steppe, même si aujourd'hui il y a des étapes quand même qui sont assez régulières. Ouais, il y avait un magasin tous les 80 ou tous les 100 km, donc voilà, faut pas le louper. Et il y a les aléas météorologiques aussi, hein, qui viennent quand même varier un petit peu les choses. Et dans la steppe, quand il y a du vent ou quand il y a une tempête de sable, c'est aussi quelque chose dont on se souvient et dont on est assez fier d'aller au-delà.
Et tu mentionnes 2 points que je trouve assez intéressants d'évoquer par rapport à ces expéditions en vélo. Il y a notamment donc cette dimension physique, parce que tu expliques dans ton livre que bah, ton corps va prendre un certain coup, que petit à petit, ton appréhension avec la faim, elle va plus du tout être la même. Tu sens que tu perds quand même des kilos au fur et à mesure des kilomètres. Et aussi cette dimension de, bah, même si vous êtes à deux, vous pouvez pas tout le temps discuter, j'imagine, l'un à côté de l'autre. Est-ce que tu as senti qu'à la fin de ce voyage, justement, dans ces moments de réflexion, je parle beaucoup dans ce podcast de voyage intérieur, tu as senti des prises de conscience à la fin de cette aventure? Ouais, moi, il y a vraiment un lien entre l'itinérance et aussi la faculté d'écrire. Moi, je suis de formation scientifique. J'ai jamais j'ai jamais cultivé cette partie-là avant de voyager. Et ce premier voyage, j'ai beaucoup lu des auteurs en rapport souvent avec les pays traversés. Et du coup, j'ai repensé beaucoup quand j'étais sur la route. Sur la route, ça me donnait aussi l'occasion d'écrire des impressions, pas forcément des romans chaque soir, mais on va dire de réfléchir à comment je pouvais décrire ce paysage d'une manière ou d'une autre. Et c'était extrêmement inspirant et ça a vraiment été une mécanique que j'ai assez vite mise en place et qui était assez inconnue pour moi. Et je ne pense pas, et j'en fais l'expérience même en ce moment là, parce que j'essaye d'écrire le livre de mon second voyage. Et c'est très compliqué en fait dans la vie quotidienne. Donc je me rends compte que je n'y arrive pas en fait dans la vie quotidienne et que j'arrive beaucoup plus sur la route. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Moi j'écoute assez peu de musique, assez peu de podcasts. Je m'en suis rendu compte cet été, enfin l'été dernier en Mongolie. J'ai mis un podcast à un moment et c'était passionnant, hein, ça m'a changé les idées. Mais je voulais pas forcément généraliser ça en fait tout au long de la route parce que ça cassait un peu cette dynamique d'être un peu seul avec soi, de pouvoir réfléchir. Je sais qu'on, même dans mon équipe à trois, on était sur des longueurs assez différentes par rapport à ça, mais j'aime bien cultiver un peu ces moments de silence et réfléchir, prendre conscience de différentes choses et être un peu seul avec soi-même. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai interviewé Flavien Hillat qui a traversé avec ses amis le Svalbard. Il m'expliquait la même chose. Une fois de retour dans son quotidien, il n'arrivait plus à retrouver ses espaces. Il me parlait même de sorte de méditation en fait, et il n'arrivait pas à retrouver ces instants-là quand il n'était pas en expédition. Donc ça me fait beaucoup sourire que tu aies eu le même ressenti. Et tu mentionnais justement cette dernière traversée où là vous étiez trois copains. C'était assez différent de cette première aventure où là tu étais en couple à l'époque. Est-ce que ça a été une approche différente pour toi parce que tu en parles dans ton livre pour cette première aventure où, voilà, un homme, une femme, on traverse le monde, on réagit pas toujours de la même façon. On parlait beaucoup de l'Inde aussi dans cet épisode. En Inde, il a fallu que tu la protèges beaucoup à vélo, que tu te mettes à côté d'elle pour les gens qui venaient l'embêter à vélo. J'imagine qu'on était sur une dynamique complètement différente quand on est trois hommes qui traversent, enfin sans partir dans les généralités, mais trois hommes qui traversent le monde, trois copains versus le couple. Effectivement, ça n'a strictement rien à voir. Effectivement, cette seconde expédition a été assez différente. Moi, j'aurais bien aimé qu'on soit quatre et qu'il y ait une fille dans l'équipe, mais j'ai pas trouvé de quatrième garçon ou fille pour mener cette expédition. Et ça change plusieurs choses. Ça change l'intensité physique, hein. Très clairement, on est allé deux fois plus vite cette fois-ci que quand que le voyager par la route du Sud. Que bon, ça se prêtait peut-être un peu plus la steppe aussi à faire un peu plus de performance, un peu plus de distance. C'est vrai que ça nous a peut-être moins ouvert la porte de certaines familles. On a été accueillis en Asie centrale par les peuples turciques assez facilement. Mais c'est vrai qu'on discutait pas mal avec le père de famille et on n'avait pas forcément la mère de famille qui discutait beaucoup avec nous. Et on sentait un peu moins la pression sécuritaire comme on peut la ressentir à d'autres moments. Donc voilà, c'est vrai que c'était une approche assez différente, pas forcément préférentielle. Comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait une fille dans l'équipe, parce qu'effectivement, même dans l'équipe interne, dans l'ambiance interne, ça change quand même des choses. On va pas se mentir, il y a des fois, on est quand même un peu lourd entre nous hein, quand on est que entre garçons.
mais l'équipée était complètement autre. Parce qu'en plus, tu expliques que dans certains cas, voilà, c'était toi qui protégeais un peu plus Laura, ou des fois, c'est toi qui étais plutôt devant pour essayer d'aller demander, que ce soit pour l'hébergement ou autre, parce que c'était certains pays que vous traversiez où la femme était peut-être pas la plus bienvenue et le contact se faisait plus masculin. Et à l'inverse, il y a des pays que vous avez traversés où c'est Laura qui allait devant pour demander. Toi, tu te mettais un petit peu à l'écart. Au début, il disait oui, il disait non. Donc c'est vrai que c'est toute une dynamique qui change dans ces cas-là. Effectivement, et ben, notamment oui, en Iran, des difficultés quand même à entrer en contact. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on sentait vraiment la différence où moi, ça passait comme une lettre à la poste quand j'allais voir un aubergiste. Et on n'a pas pu expérimenter sur cette deuxième expédition la même différence en Asie centrale, qui est aussi des zones de culture musulmane. Après, c'est aussi des républiques ex-soviétiques, donc il y a quand même un état d'esprit qui est un peu différent, avec un mix de ces deux dimensions. C'est quand même quelque chose dont je suis conscient, et notamment, il y a cette part d'expérience qui manque un petit peu dans la deuxième expédition. On ne saura pas exactement ce qu'on aurait pu lui vivre si on avait été sur une équipe plus diverse. Bien sûr. Et après, tu le mentionnais un petit peu au début quand on parlait de Birmanie, qu'à vélo, contrairement à un voyage qui se fait en avion où là on change soudainement de paysage, de culture, d'ambiance, le vélo, ça vous permettait d'appréhender petit à petit ces transitions qui se faisaient plus en douceur. Vous viviez différemment du coup l'aventure. Est-ce que c'est ça qui te plaît plus dans le fait de traverser le monde à vélo? Ah oui, bah, complètement, effectivement. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut observer à vélo, qu'on observe quand même beaucoup moins, je pense, quand on est dans un voyage organisé ou quand on est à vélo. On a les yeux quand même beaucoup plus ouverts sur la rue, et donc on peut voir ce que les gens consomment, on peut voir les affichages publicitaires, on peut voir ce à quoi les gens réfléchissent avec les affichages politiques. Voilà, c'est quand même un lieu de découverte qui est plus intéressant. Il y a des trucs qu'on remarque. Basiquement, sur les tags, en fait, l'actualité politique des pays y passe fortement. Si les auditeurs veulent voyager dans les Balkans, ils vont avoir quand même beaucoup d'informations s'ils voyagent justement à vélo, parce que, il y a beaucoup de tensions politiques qui peuvent exister. Donc là, on observe beaucoup de choses. Et il y a des fois, il y a des trucs tout bêtes, c'est les affichages ou les panneaux de circulation en deux langues qu'on peut retrouver dans les Balkans, avec l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin. Quand on se balade dans certains coins des Balkans, il y a l'un ou l'autre qui est tagué, détruit, voire mitraillé, parce que l'affichage est obligatoire pour des raisons binationales, on va dire, mais chaque village fait bien comprendre que lui, il préfère l'écriture latine du bosnien ou du croate, ou il préfère l'écriture cyrillique du serbe. Et vers la fin de ton livre, tu dis, au bout d'un an de découverte, c'est comme si la vasque de nos esprits refusait progressivement d'en accueillir plus. Et ça m'a pas mal fait réfléchir parce que je sais pas si l'audience partagera ce ressenti, mais c'est vrai que parfois à la fin d'un voyage, tu te sens bon, épuisé parce que on vadrouille à droite à gauche, on a fait plein de choses, mais que le cerveau sature de bons souvenirs, de saveurs, de senteurs, de rencontres amicales ou autres, et ça fait un tout plein d'émotions. Alors je me dis, si on ressent ça après un voyage de, je sais pas, 3 4 semaines, je pense par exemple à mon voyage au Japon l'année dernière où je suis rentrée des images plein les yeux, je me dis, après des mois et des mois à traverser autant de pays, comme tu dis, il y a enfin, c'est le disque dur qui sature un petit peu à la fin, quoi. Oui, mais effectivement, on a cette impression. Et il y a aussi peut-être. Donc, quand on va de plus en plus vers le bout de l'Asie, on va de plus en plus vers une altérité de plus en plus grande. Et notamment au niveau linguistique, moi, je suis assez fan d'apprendre un peu de la langue des différents pays. Je trouve que déjà, premièrement, c'est un peu une marque de respect par rapport aux voyageurs qui va dans un pays. C'est une nécessité à vélo parce que en fait, dès qu'on est dans la campagne, parle quand même pas beaucoup anglais. Et c'est assez facile d'apprendre quelques mots de serbo-croate. Après, c'est assez facile d'apprendre quelques mots de turc. L'hindi, on parle beaucoup hindi-english, on va dire, mais on commence à avoir des difficultés. En termes de lecture,
J'arrivais à peu près à la fin à lire le Devanagari, donc c'est l'alphabet indien, qui est un alpha syllabaire en plus, donc c'est-à-dire que il y a une espèce de petit signe sur la lettre qui dit la voyelle en question. Donc là, c'était déjà quelque chose de beaucoup plus difficile. Et après, ben, on arrive chez les Birmans, là, avec toutes les lettres qui ont l'air de se ressembler toutes, qui sont toutes que des petits ronds. Après, on arrive dans les langues tonales du Birman, de la Thaïlande, du Laos, et puis le mandarin encore. Donc, c'est encore des difficultés qui s'ajoutent, et c'est pour ça qu'il y avait un peu cet effet de saturation encore plus qui pouvait arriver. Il y a aussi que en arrivant, je pense notamment au Vietnam, donc là, on rentre dans la sphère confucéenne, c'est encore une sphère différente par rapport à la sphère bouddhique. Et on a été pas mal confronté à ce truc de perdre la face, où et des fois on faisait des maladresses quand on s'adressait aux gens. Ils nous avaient promis un truc, ou ils voulaient nous vendre un truc, mais ils ne pouvaient pas le faire. Et du coup, là, à ce moment-là, il faut leur offrir un peu une porte de sortie. Et comme on ne leur offrait pas de porte de sortie, il y a des fois, ils nous ont un peu pété un câble. Et ça fait partie de ces moments d'altérité de plus en plus forts qu'on rencontrait progressivement, qui faisait que, effectivement, au bout d'un an de voyage, et en plus en allant dans des directions comme ça, on ressent une altérité de plus en plus forte. Et est-ce que tu as prévu un prochain voyage à vélo? Parce que là, tu as traversé une partie du monde. Est-ce que tu serais tenté peut-être par une aventure, je sais pas, du côté des Amériques, par exemple? Alors j'y réfléchis. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a moi et les autres. Et il y a une dimension que je cultive de plus en plus et qui me plaît beaucoup, c'est que là, je tâche de mettre d'autres gens sur la route. Donc le film, on commence sa diffusion, le film de notre expédition jusqu'en Corée, la Cyclodyssée. Et c'est un outil aussi pour, notamment vis-à-vis des jeunes à qui on le montre, pour susciter d'autres expéditions. On se rendait à un événement qui se déroulait là-bas en Corée du Sud, qui se déroule tous les 4 ans, et le prochain, il se déroule en Pologne. Donc la Pologne, c'est quand même beaucoup plus facile pour y aller. Mais j'espère vraiment pouvoir susciter pas mal de vocations chez les jeunes qui participeront à cet événement en 2027. Et d'un point de vue personnel, effectivement, il y a encore des routes en Haute-Asie qui me font rêver, que j'ai pas pu prendre. Il y a la route du Pamir, il y a la route de l'Altaï, il y a la route de Karakorum. Mais je commence à réfléchir de plus en plus effectivement à la panaméricaine aussi, qui reste une route assez fabuleuse, notamment la cordillère des Andes. Je sais qu'il faut consacrer 2 ans entiers si on veut faire de l'Alaska à Ushuaia. C'est quand même assez engageant, donc je ne sais pas si j'irai jusque-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui fait rêver petit à petit. Et comme disait Joseph Kessel, les grands voyages ont ce site particulier, c'est que l'émerveillement commence dès la préparation. Et bah, aujourd'hui, voilà, je consulte un peu les cartes, je regarde un peu les différentes choses que je pourrais faire et on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, ça permet de rendre la vie un peu plus intense, même quand on est pour l'instant sédentaire. Super, bah écoute, je mettrai les liens, tu mentionnais justement la Cyclodyssée pour ce documentaire, pour celles et ceux qui pourront et voudront le découvrir, bien évidemment ton livre, et puis on attend le prochain avec impatience. Ouais, il faut que je m'y mette, il faut que je m'isole justement dans un endroit sans connexion pour pouvoir écrire la fin du livre. Est-ce que tu te verrais partir seul à vélo, peut-être pour terminer cette écriture? Pour terminer cette écriture, je pense pas forcément, mais partir seul, voyager seul, je le fais de temps en temps sur des durées plus réduites. Et c'est vrai que j'ai pas encore trop sauté le pas. Je rencontre beaucoup de voyageurs qui m'en parlent, qui le font un peu plus. Peut-être qu'effectivement les Amériques pourraient être un terrain de jeu assez propice pour ça, par rapport à la facilité de communication. Mais c'est un défi, c'est un vrai défi aussi de se retrouver complètement seul avec soi-même. Je vous dis que j'aime bien me retrouver seul sur mon vélo, mais j'aime bien aussi quand même avoir des compagnons de voyage quand je fais une pause. Donc c'est quelque chose qui me trotte dans la tête de plus en plus. Ça s'entend complètement, le fait de ne pas vouloir se retrouver seul pour parcourir d'aussi longues distances. Et pour terminer, j'aime bien poser cette question maintenant à mes invités. Pour toi, c'est quoi le voyage? Je dirais que le voyage, c'est l'exploration et c'est sortir tout simplement de sa zone de confort. C'est-à-dire que, comme disait
Alexandra David Nelen, celui qui voyage sans rencontrer les locaux ne voyage pas, il se déplace. Et c'est un peu mon maître mot maintenant. Super. Mais écoute, hâte de découvrir la suite et peut-être de se retrouver pour un prochain épisode pour parler de cette aventure que tu as faite en 2023. Encore merci et à bientôt. Et à bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.